ça a annoncé la couleur tout à l'heure. Tout à fait. On va parler de social media. Je suis ravi de te retrouver. C'est un exercice que j'adore, les talks, et c'est le 3e que tu nous accordes. Précédemment chez Criteo, chez Swile, ça c'était l'an dernier. Exact. Et maintenant à la tête de Snapchat France. Oula. Alors ma première question, c'est pourquoi, pour toi, Snapchat? Écoute, l'envie de revenir à du B2C, après mes années Yahoo, 10 ans chez Criteo. La pub. La pub te lâche pas en fait. La pub aussi, et pas que la pub, on en parlera. Dans une entreprise de technologie, d'innovation. Ça n'a pas été un parcours évident en fait, de rejoindre Snapchat pour moi. Je n'étais pas un power user de l'application. J'ai quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance, qui m'a poussé à aller les rencontrer. Et puis assez rapidement, j'ai été séduit par la vision d'Evan, franco-américain, naturalisé français, donc Evan Spiegel, le fondateur. Qui met la France en fait, sur un pilier au niveau de la créativité, de l'innovation, etc. Et d'où l'investissement qu'on a annoncé la semaine dernière dans un AR studio, un studio de réalité augmentée basé à Paris. Et puis en fait, j'ai trouvé aussi ce qui est un antidote aux réseaux sociaux. Il y avait une certaine éthique dans la création en fait, de Snapchat, puisque Snapchat, ça on le sait moins, il n'y a pas de like, pas de follower, pas de viralité. Pas de pression, pas de jugement. Et en fait, ça en fait un réseau qui est différent. En fait, Snap, c'est une messagerie visuelle. C'est pour ça qu'on l'utilise. On ouvre sur un appareil photo avec ses expériences de réalité augmentée. On consomme la messagerie. On travaille aussi avec des créateurs de contenu professionnels donc qui sont extrêmement nombreux à venir sur Snapchat pour essayer de capturer une audience, en fait, les Gen Z, les millennials, qui est assez difficile en fait, à avoir sur les médias traditionnels. Et donc on travaille avec Le Figaro, 20 minutes, etc., dans un environnement qui est safe. Et donc tout ça fait que je me suis dit, il y a un challenge aussi extrêmement important, parce que c'est assez méconnu. L'audience de Snapchat en France, c'est 27 millions de personnes tous les mois. Il y a un Français sur 2 qui a Snapchat dans la poche. Ils sont 20 millions à l'utiliser tous les jours. Et puis c'est pas que les 15-24. L'âge moyen d'un Snapchatter en France est 35 ans. On a 60% de l'audience qui est au-dessus des 25 ans, et c'est des choses qu'on ne sait pas assez. Et en fait, il y a un problème de monétisation, hein, soyons honnêtes. Il y a une audience qui est extrêmement forte, il y a une monétisation qui est pas là. Et je trouve que ce challenge, il était, en tout cas pour moi, extrêmement intéressant. Alors justement, un peu dans ce contexte, comment tu vois la situation? Alors, j'ai volontairement mis la photo plutôt, pas nos 2 photos, mais un peu plus haut, de personnes plus illustres que nous, hein, ça existe. Elon Musk et Zuckerberg, ils sont dans un beau pétrin, enfin Elon Musk peut-être un peu moins. Comment tu vois cette situation? D'abord sur les valeurs techno en général, spécialement sur le social media. Est-ce que malgré tout ça ne vous affecte pas, ça ne vous remet pas en question? Il y a un fait qu'on ne peut pas nier, c'est la valeur boursière de Snap qui a subi une correction extrêmement forte, plus forte que Meta même. Moi je trouve ça pas juste. Mais comment tu vois les choses? Ouais, déjà, c'est gentil de me demander de commenter sur les stratégies de Zuckerberg et de... Non, mais c'est ta vision qui m'intéresse, parce que tu es dans le digital depuis longtemps. Forcément, je ne demande pas la stratégie, mais comment tu vois la situation? Et en fin de compte, c'est quoi peut-être la stratégie de Snapchat pour sortir de ça? Enfin, ouais. Voilà. C'est une question à plusieurs tiroirs. Hein, mais, c'est compliqué, non, je vais te la reprendre dans l'ordre. Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Mais il y a un réalignement du marché. On est tous dans un contexte extrêmement difficile, un manque de visibilité totale, le marché de la pub en général, des médias qui est compliqué. Je discutais encore avec des CMO de l'univers du CPG, grande conso, en fait, qui ont du mal eux aussi à avoir de la visibilité sur l'augmentation de matières premières de leurs propres produits, de leurs sachets, etc. etc. Dans ce contexte, un réalignement qui était nécessaire. En fait, je pense que tu as eu la folie des années 2020-2021. On l'a vu en France, on a créé un nombre de licornes incroyable, des valorisations certainement bien surestimées, mais aussi parce qu'il y avait un taux d'intérêt négatif dans les banques. Donc il valait mieux investir son argent que le laisser à la banque. Et aujourd'hui, le marché l'a complètement switché, en fait. Et il a switché pour nos entreprises de la French Tech, qui sont passés de je dois faire de l'hypercroissance à je dois devenir rentable, ce qui est quand même une stratégie qui prend un peu de temps et que le chemin vers la profitabilité il est compliqué. Et puis tu as eu un peu la même approche sur les grandes sociétés américaines du secteur, puisque
on est passé d'une valorisation de la société qui était sur l'audience à une valorisation sur le revenu, et on passe à une valorisation sur la bottom line, tu vois, sur ton résultat. Et donc dans ce contexte-là, tu as des réajustements. Alors juste, il y a Meta a souffert quasiment autant que Snap, hein, puisqu'on est sur des baisses de 70% de la valo. Ils ont leurs propres raisons dans le métaverse, etc., avec leurs investissements qui sont très très long terme, dont on voit difficilement des retours à court terme. Ça ne veut pas dire que la stratégie n'est pas mauvaise, et je ne suis pas bien placé pour la commenter. Twitter, c'est autre chose, on le sait, même si pour le coup la valeur est bonne. Et je pense que tu ne peux pas diriger une entreprise sur la base de ton cours de bourse. Ce qu'il faut voir, c'est le long terme. Nous, aujourd'hui, comme on est une messagerie visuelle, on a ce côté, désolé pour le franglais, mais stickiness de nos utilisateurs. À partir du moment où tu as 4-5 amis, tu restes sur l'application. On a fait augmenter l'audience de 20% l'an dernier. On a 363 millions de personnes dans le monde et on voit exactement le même trend en France. Et donc tu as cette partie-là qui t'assure en fait d'avoir ton audience qui est fidèle et tu n'es pas dans une compétition du contenu comme peuvent être les autres réseaux sociaux où le contenu ça coûte cher, c'est pas évident, il y a des gens qui savent le créer, qui le font bien et donc nous notre univers en fait est plutôt dans une projection de dire aujourd'hui on est profitable, on a l'ambition de générer 1 milliard de profits l'an prochain, on a 4,5 milliards en banque. Tu vois qu'il y a un transfert des budgets toujours des médias traditionnels vers le digital en général, et tu as un transfert des générations un peu plus âgées vers la Gen Z et les millennials. Donc on pense être dans une très bonne position. On a fait les efforts nécessaires et ça a été difficile. Et récemment, on a vu que toutes les autres plateformes aussi y étaient passées pour se mettre en ordre de marche. Et ce que moi j'apprécie dans cette approche, en tout cas chez Snap, c'est le courage managérial de prendre des décisions assez rapides. De prendre des décisions difficiles. On a dû se séparer de nombreux employés. Mais une fois que tu as passé cette étape-là, en fait, tu es en ordre de marche pour réaccélérer sans le faire à moitié. Tu vois, je dirais c'est all in, all the time, où voilà. Et on a une vision sur la réalité augmentée. Et c'est un peu notre différence aussi par rapport à toute cette discussion de métaverse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que vous avez un parti pris qui a quelques temps pouvait paraître original, voire pas intelligent, et qui se révèle peut-être bon. Comment vous positionnez là-dessus ? C'est des paris. Le pari d'Evan, c'est de dire aujourd'hui, on préfère augmenter le monde qui nous entoure et utiliser en fait cette application, l'appareil photo, pour nous connecter à nos amis, notre famille et le reste du monde via les partenaires qu'on a au niveau contenu, plutôt que de t'enfermer dans un ordinateur avec un casque. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des applications formidables dans la réalité virtuelle. Mais la réalité augmentée, elle est là aujourd'hui. Ça fait 8 ans qu'on la développe. Il y a un usage dans l'e-commerce. C'est des choses. Alors c'est le premier usage. Premier usage, c'est l'e-commerce. Chez Snap, le premier secteur, c'est le luxe. Les marques de luxe utilisent Snap en fait pour faire du try-on, hein, donc des essais en fait de chaussures. Aujourd'hui, on a tous sur nos iPhones, je pense que c'est la même chose sur Android, la possibilité de mesurer la table basse, savoir quelle taille elle fait. On a la possibilité de mesurer le pied, de regarder la chaussure vraiment sur notre pied, comment elle va, de la commander directement dans l'application. Carrefour l'a fait aussi avec nous, ce qui est plus étonnant, mais tous les chiffres que je vous ai donnés, c'est Médiamétrie. Et Médiamétrie nous crédite d'être premiers sur les responsables d'achat, donc sur les familles, sur Snap. Et donc, ils ont fait une campagne où, en fait, ils ont mis en avant des jouets Montessori, des jouets en bois. Donc, la petite cuisine en bois, elle est sympa, mais elle pèse 12 kilos. Et si jamais elle ne rentre pas dans mon salon, il faut que je la renvoie, quoi. Pas évident. Et donc, en fait, en réalité augmentée, on est capable de la projeter dans la chambre de son enfant, de voir si elle rentre dans le coin entre la fenêtre et le bord du mur, et puis de pouvoir directement l'acheter dans l'application. Et donc, tout ça, ce sont des cas d'usage qui sont de plus en plus importants. On a fait une étude avec Ipsos qui dit que les marques pensent que la réalité augmentée, à 94%, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement. En fait, il n'y a que 50% des utilisateurs qui pensent la même chose. Et nous, dans nos usages, on voit bien qu'en fait, c'est réel. C'est utilisé au quotidien. Peut-être pour conclure, j'ai 2 sujets. C'est la data, tu en as parlé. C'est la protection des jeunes. Je pense que c'est un sujet clé. Tu as juste 30 secondes pour nous traiter ce sujet très long. Ouais, alors je parlais de la protection des jeunes d'abord. La data, vous avez compris que Snap, en fait, c'est un milieu fermé et qu'on demande à ouvrir, contrairement aux autres réseaux sociaux qui sont ouverts et on va essayer de fermer. C'est peu de data finalement que vous récoltez par rapport à d'autres. Tu as de la data, mais en fait, l'utilisateur est en contrôle, vraiment. Et après, un sujet qui nous tient à cœur, c'est effectivement les jeunes. Il y a 90% des 15-24 sur Snap. Et par rapport à ça, on met en place en fait des portails donc, qui s'appellent Here for You et Heads Up, qui sont
qui arrivent en premier des résultats de recherche. Quand un jeune va taper suicide, détresse, etc., on va pouvoir le mettre en relation avec le 3114, qui est le numéro national pour le suicide, avec e-enfance, et avec des call to action, pour les renvoyer vers des gens qui sont capables en fait, de les accompagner. On va avoir la même chose en fait, pour tout ce qui est addiction, drogue. Dès que vous allez chercher drogue, cocaïne, etc., on va avoir Heads Up, qui est un autre portail. Je reviens sur scène, pas parce que vous venez de parler de drogue, du tout, mais parce qu'effectivement, je vais vous inviter à conclure en quelques secondes. Pardon, je n'ai pas entendu la musique alors. Tellement transporté par ce sujet qui est important. Et donc voilà, et on investit énormément dans avec le gouvernement notamment, dans ces initiatives, parce qu'on a cette responsabilité sociale d'aider nos ados et puis les plus âgés à se sortir des situations difficiles. On parle de durable, on voit qu'une autre politique plus hasardeuse ne tient pas en fait. C'est là où on voit que le business, la protection vont ensemble. Je te remercie, Grégory. On a atteint notre limite de temps. Merci. Et on va suivre de près. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Grégory, pour ce talk qu'on adore.